Il y a plusieurs dossiers chauds qui ont cours actuellement dans le village des Éboulements et on a rencontré le maire, Emmanuel Deschênes, pour en discuter avec lui. On lui a tout d'abord parlé du conflit de travail qui a cours à la Société des traversiers du Québec. Le maire Deschênes est sorti publiquement dans les dernières semaines pour dire qu'il trouvait que la Société des traversiers faisait preuve d'amateurisme et que jusqu'à présent, il n'avait pas réussi à lui prouver le contraire. D'un autre côté, la députée Karianne Bourassa a confirmé que le NM Svanoy sera de retour pour l'été et ce jusqu'à l'Action de grâce. Il y a également un conciliateur dans le dossier qui a soumis une hypothèse de règlement aux deux parties. Le conflit pourrait donc déboucher au cours des prochaines semaines. Nous avons demandé au maire s'il croyait toujours qu'à ce stade, la Société des traversiers du Québec faisait preuve d'amateurisme. C'est sûr et certain que les 3 dernières semaines, il y a eu une grosse évolution dans le dossier de la STQ. Il a fallu, en tant que politicien, aller brasser un peu, créer de la houle un peu là, pour déstabiliser un peu les gens, là, pour les forcer à réfléchir comme il faut, parce que je crois qu'ils étaient dans un carcan là, qui n'était plus capable de réfléchir. Si notre sortie médiatique à moi puis au maire Dufour qu'on a faite il y a 3 semaines, combinée avec ma sortie médiatique de cette semaine suite à l'Assemblée municipale, si ça a permis de brasser les affaires, bien écoutez, on va donner une chance aux coureurs. Je les ai promis que quand ils feraient des bons coups, que j'allais les féliciter. Fait que là, on va attendre qu'il y ait des conclusions posées. Mais là, pour le Svanoy, je peux déjà prendre la parole qu'ils ont reculé sur l'opposition, puis c'est parfait pour les gens des locaux puis de Saint-Joseph-de-la-Rive, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui impacte à l'île-aux-Côtes, quand l'île-aux-Côtes tousse, bien, on a des répercussions avec Saint-Joseph-de-la-Rive. Fait que, indéniablement, le fait que le Svanoy est sécurisé pour cet été, bien, c'est une bonne nouvelle pour tous. L'entente de règlement peut-être qu'il pourrait y avoir, bien ça viendrait donner la cerise, viendrait mettre la cerise sur le sundae, sur le gâteau, pour venir vraiment sécuriser, parce qu'on est en incertitude économique. Puis tous ces petits détails-là peuvent causer la balance entre un désastre puis une bonne été. Fait que on va laisser les gens travailler, puis après ça, on commentera ce qui en a lieu, mais pour le moment, c'est positif. On a également demandé au maire Deschênes pourquoi il avait annoncé que le NM Joseph Savard allait probablement revenir dans un cadre, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que le bateau survivra au cours des prochaines années. Voici sa réponse. Le NM Joseph Savard est parti en réparation en 2020-2021, puis il n'est pas encore revenu. On comprend quand ça arrive à 5 ans pour refaire un bateau, là, pour rénover un bateau, on s'entend-tu que c'est long. Le bateau, ils l'ont brisé, ils l'ont saboté. Puis, ils ont fait des mauvaises réparations, mais ils ne veulent pas l'admettre. Moi, c'est ce que j'entends du côté de mes contacts. De la STQ? Pas de la STQ, mais de mes contacts qui sont au courant du dossier. Fait que, mais personne ne l'a dit, tout le monde tourne autour du pot. Fait que moi, je l'ai dit publiquement, le bateau ne sera plus jamais pareil, puis ça ne sera plus un bateau qui va être fonctionnel autant qu'avant. Mais là, ça a l'air qu'il revient, ça a l'air qu'il y a eu toutes ces certifications au niveau de Transport Canada. Bien, c'est bien parfait, puis je lui ai dit que si le bateau revenait, j'étais capable de me rétracter. Fait que, mais ça va être positif, c'est bien correct. Fait qu'il y aura 3 bateaux cet été, puis ça sera bien parfait. Mais Joseph Savard, tant qu'à moi, là, il va finir, en tout cas, éventuellement. Pas là, mais éventuellement, là, ça va être une fin qui sera annoncée. Nous avons également discuté du projet signature qui a été discuté au cours de la dernière séance du conseil municipal. Le projet signature des éboulements, on en sait peu de choses. Il y a toutefois un budget de 140 000 $ qui a été réservé pour le projet. Du côté du village de Saint-Urbain, c'est entre 2,5 et 3,2 millions de dollars qui sont prévus pour la revitalisation du cœur villageois. On a demandé au maire Deschênes ce qu'il comptait faire de son côté aux éboulements avec 140 000 $. Commencer, chaque municipalité a sa génétique. Fait que Saint-Urbain, c'est Saint-Urbain. Les éboulements, c'est les éboulements. Écoutez, projet signature, il y a eu des consultations au niveau du public qui ont été faites. Il a été mis sur la pause à cause de la démission du maire Tremblay l'an passé. Oui. Fait que là, on a réactivé avec les délais que la MRC nous a imposés, on a réactivé le dossier là, pour ramener ce dossier-là dans l'actualité. Fait que là, il y a une firme qui a été mandatée là, pour nous pondre un projet. Le budget au niveau de la MRC, la subvention, grosso modo, qu'on pourrait avoir, c'est 140 000 $. Donc, il y aurait potentiellement de l'argent supplémentaire que vous pourriez investir là-dedans. On va attendre ce que c'est que, que la firme rue principale va nous prédéterminer, mais
Il n'y a aucune volonté d'aller dans des montants grandioses là-dedans. Tu sais, je l'ai dit, il faut faire attention au temps d'incertitude économique. On ne peut pas se lancer dans des gros projets entre 2 et 5 millions, c'est quasiment impossible. Mais le projet qu'on envoie, c'est d'intégrer le site de la patinoire avec l'adeventure de l'église, avec la salle municipale, que ces trois éléments-là sont comme regroupés ensemble, sont côte à côte. Là. On ne peut pas mettre 5 millions là. Ça va être un projet à la hauteur de nos aspirations. C'est pour redonner à la communauté. Puis... Développer de nouvelles vocations également? Oui, une nouvelle vocation, vraiment intégrer le noyau villageois à se réapproprier ces lieux-là. Comme là, présentement, ces lieux-là, ils sont avec... c'est plus dans un cadre sportif, avec la patinoire, le hockey l'hiver. Mais on veut vraiment le mettre pour que monsieur et madame tout le monde puisse s'approprier les lieux de cet endroit-là qui est grandiose, qui est exceptionnel, qui a une belle vue sur les montagnes, sur le fleuve. Le maire Deschênes est revenu en politique avec beaucoup de motivation l'an dernier, en juin, à pareille date. À l'époque, il disait qu'il était très motivé à reprendre des dossiers comme la réfection de la côte à Godin ou encore le manque de couverture cellulaire au cœur du village des Éboulements. Au cours des dernières semaines, il a admis que certains dossiers avançaient moins rapidement qu'il l'aurait souhaité. On lui a demandé est-ce qu'il était toujours motivé et où est-ce qu'on en était dans le dossier de la côte à Godin. La côte à Godin, la façon qu'elle a été travaillée puis que les demandes de subventions étaient faites, c'est dans le programme de voirie locale au niveau du gouvernement. Là, ça fait 2 fois qu'on est refusé. Fait que là, on a décidé avec la direction puis le conseil d'essayer d'avoir une autre approche au niveau de la côte à Godin. Oui. Là, je lance des pistes de solutions. Ne prenez pas ça pour du cash, là, mais c'est autant... Est-ce qu'il faut l'ouvrir l'hiver pour pouvoir avoir des subventions? Est-ce qu'il faut refaire le tracé de la côte? Est-ce qu'il faut transformer avec la sécurité civile, démontrer que c'est un enjeu pour de sécurité civile avec l'augmentation de la population, l'île aux coudes, ça, mettons, là, il y aurait une grosse affaire, disons, une grosse affaire majeure là, dans la côte d'accès présentement qu'on a. Oui. On serait enclavé. Ça fait qu'on est capable d'aller démontrer tous ces petits détails-là. Là. Monsieur Julien était de passage dans la région pour parler des traverses. En avez-vous glissé un mot ou c'était pas approprié pour l'occasion? Non, Monsieur Julien, j'ai pas rencontré cette rencontre-là quand il est venu. Là. J'ai pas eu cette invitation-là, là, mais c'est pas grave, je vais me reprendre. Là, mais c'est vraiment, là, au niveau de la côte à Godin, c'est vraiment d'essayer de trouver une nouvelle angle pour pouvoir débloquer ce dossier-là. Parce que c'est extrêmement complexe. Là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a tout le temps besoin de subventions. T'sais, si on serait riche à millions, il n'y aurait pas de problème à se refaire la côte, puis on n'en parlerait même pas. Mais là, il faut toujours attendre des subventions. On ne peut pas aller taxer les citoyens du montant que ça coûte. C'est quasiment impossible. C'est un peu le même enjeu qu'on vit du côté de la couverture cellulaire. Pourquoi c'est plus compliqué que ce à quoi vous vous attendiez? Ce qui est compliqué, les réponses qu'on a eues dans les 12 travaux d'Astérix, c'est qu'on a été capable d'avoir un semblant d'informations qui sont plausibles. On a été capable de rencontrer des gens. Ce qu'il nous a dit, c'est que le signal des lanternes, là, des antennes, il est vraiment au maximum. C'est vraiment, en 2018, ça a été fabriqué sur la technologie LTE, puis ils sont en train de transférer en technologie 5G. Puis la différence de diffusion des ondes cellulaires est différente. La LTE, c'est large, à large spectre, fait que ça donne un grand signal. Mais quand tu viens en 5G, c'est un signal qui est plus court, mais qui pousse plus. Fait que pour les éboulements, régler le problème aux éboulements, ça prendrait deux antennes répétitrices pour venir renforcer le signal entre les deux qu'on a, puis donner du signal dans le rang Sainte-Catherine, puis dans le rang Sainte-Mère. Avez-vous trouvé des acteurs là, qui vous ont répondu directement dans ce dossier-là, qui sont impliqués dans les lanternes, comme vous les appelez? On a le nouveau député conservateur, Gabriel Hardy, qui a fait une allocution au niveau de la Chambre des communes en disant que c'était rendu quasiment essentiel. Fait qu'on a pris la balle au jeu. On lui a envoyé une demande d'entrevue avec lui. Là. Fait que nous, puis la direction. Fait qu'on attend les suites de ça. Mais soyez sans crainte qu'on va... On a-tu des délais? 5 ans, 10 ans? Les délais, je m'avance pas dans les délais. On va y aller avec ma fameuse phrase mythique qui est rendue mythique. On va donner du temps au temps. Parce que c'est très difficile. C'est toujours une question d'argent, tout le temps une question de millions. Puis on les a pas, les millions. Fait qu'il faut attendre que les millions viennent. Mais croyez-moi qu'on va faire toutes les représentations nécessaires pour faire déboucher ça. Dans la dernière édition de l'Écho des éboulements, le journal municipal du village, le maire a adressé un mot à la population. Il a tout d'abord félicité les organismes communautaires installés aux éboulements. On pense entre autres à Cratères et Marées ou au Café Sol des éboulements.
Il les a félicités pour les dernières levées de fonds qu'ils ont réalisées. Il leur a toutefois précisé que pour le budget 2026, il les invitait, les organismes du village, à concerter l'administration municipale pour mieux ficeler les demandes de financement. Nous lui avons demandé qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce mot à la population et si ça témoignait de dossiers mal ficelés par le passé. Voici sa réponse. Non, c'est pas des demandes mal ficelées, on reçoit beaucoup de demandes quand le budget est fait. OK. Fait qu'on essaie d'extrapoler dans le budget les demandes qu'on va avoir, mais ce qui serait plus facile pour nous autres, là, à la fabrication du budget, il faudrait que tous les organismes aient monté un projet. T'sais, s'ils ont besoin de montant X, de venir au mois de septembre, que la direction prend tout ça en main. Puis là, après ça, quand on fabrique le budget, là, on est capable de réserver des sommes pour pouvoir donner le maximum d'argent possible. Parce que nos organismes communautaires, on les soutient, puis on veut les soutenir. C'est juste que quand le budget est en cours, puis que les sommes n'ont pas été votées, bien là, il faut aller dans les surplus, anticiper les surplus, puis c'est une mécanique qui est plus complexe. Tandis que quand c'est voté au budget, il reste qu'à passer à la résolution pour passer l'argent, puis c'est plus facile. Fait que c'est pour ça que je dis aux organismes, préparez vos projets, amenez-nous-les. D'abord, ça se travaille toujours d'avance. En collaboration avec vous? Ben oui, toujours en collaboration avec nous, parce que moi là, tous les organismes qui viennent me voir, là, il y en a de l'argent. C'est juste que faut l'afficher comme il faut, puis c'est plus facile quand tu es budgété. On sait l'incidence qu'il y a sur le taux de taxe, fait qu'on n'anticipe pas des surplus pour venir payer ces organismes-là. Fait qu'on... oui, il y aura toujours des urgences, mais qu'ils soient capables de tout prévoir en amont, ça va être une gestion qui va être encore plus facile. Cela fait maintenant 1 an, à quelques jours près, que le maire est revenu en politique municipale. Nous lui avons demandé quel a été son plus gros apprentissage au cours de la dernière année. Quand j'ai fait mes premières entrevues, j'avais pas pris l'ampleur de la tâche. C'était quoi la tâche d'être maire? Je savais que c'était quoi, mais quand tu patauges dedans, tu vois l'ampleur, la responsabilité. Les gens qui viennent te voir, la confiance que les gens te demandent, là, ça, sérieusement, là, c'est vraiment, là, c'est majeur. C'est quasiment une drogue, là. C'est quasiment une drogue, c'est stimulant, c'est encourageant. Ça nous force à nous dépasser. Ça nous force à nous dépasser. Puis ça, je l'avais comme pas évalué. La politique, là, c'est un sport extrême. C'est des émotions, c'est pas de l'intelligence artificielle qui vous parle, c'est un humain qui vous parle. T'sais, on n'est pas... on y va vraiment avec nos tripes, avec les dossiers du moment, les sensations du moment. Fait que c'est pour ça, des fois, on fait des sorties un petit peu plus explosives, émotives, mais ça fait partie de la politique. Puis je pense que il faut apprendre à patauger avec ça, il faut apprendre à dealer avec ça. Puis ça, c'est une nouvelle affaire que je connaissais pas. Fait que là, j'arrive avec 1 an d'expérience, fait que je me sens encore meilleur. Puis Quitte à avoir plus d'appétit pour d'autres postes dans l'avenir, le préfet de la MRC, député... Ça, c'est des affaires qu'on contrôle pas. Faut être là au bon moment. Fait que moi, là, présentement, je suis le maire des éboulements, fait qu'on va y aller comme ça. Fait qu'en mec, on voudrait avoir d'autres affaires plus loin, là, si t'es pas à bonne place, ça donne à rien, là. Mais non, moi, là, je suis ouvert à tout, là. Présentement, là, je suis le maire des éboulements, puis ça, c'est bien parfait. J'aime mon monde, j'aime ma place. Je suis un petit gars de la place, puis je veux continuer là-dedans, puis j'ai encore de l'énergie à donner pour les gens de la municipalité. Je veux vraiment continuer cet été. J'ai annoncé que je me représentais à la prochaine campagne électorale, parce que j'ai vraiment à cœur de faire avancer. Je veux laisser ma marque, parce que là, présentement, je continue le mandat de l'ancien maire, mais là, je vais vraiment demander un nouveau mandat pour pouvoir mettre ma marque, puis que ça, c'est vraiment là, le conseil, puis le chose du maire Deschênes. Fait que, mais à ma vision à moi. Mais ça se va être aux prochaines élections. Si les gens me font confiance, on n'est pas rendu là encore. Je vous remercie beaucoup, M. Deschênes, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça me fait plaisir. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement vient de rendre public son rapport suite aux audiences publiques qui se sont déroulées en janvier et février dernier au sujet du parc éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Pour faire le point sur ce rapport, j'en parle avec Mathieu Larivière. Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Mathieu, tout d'abord, le BAP a découpé en 5 parties là, son rapport parce qu'il y a comme 5 champs d'intervention
où les gens se sont exprimés. Exactement. 5 grandes thématiques sur lesquelles on a émis des recommandations ou des constats. C'est des recommandations qu'on a dirigées au ministre de l'Environnement du Québec, M. Benoît Charette. Quels sont ces secteurs qui ont été identifiés? Tout d'abord, on parle de préservation de la biodiversité. OK. C'est un sujet qui est revenu à maintes reprises lors des audiences publiques. On parle en premier lieu du caribou forestier de Charlevoix. Et je cite le rapport. Oui. Allons-y tout de suite au caribou. La réalisation du projet dans sa forme actuelle est difficilement conciliable avec les mesures requises pour rétablir la population de caribou forestier de Charlevoix. Ce que le BAP indique au ministre de l'Environnement, c'est que dans sa forme actuelle, le promoteur risque d'impacter négativement le rétablissement de l'espèce et on l'invite à mener des études supplémentaires ou encore à reconfigurer l'implantation de certaines éoliennes sur le territoire. Pour protéger l'aire des caribous. Pour être sûr que la zone de reproduction de l'espèce soit protégée dans le futur. Alors, sur la question du caribou, c'est loin d'être un feu vert, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont été abordés dans le thème de la biodiversité? On parle également de la grive de Bicknell, l'oiseau. Un petit oiseau, ça. Exactement, un statut précaire d'espèce menacée. Ce qu'on dit, c'est encore une fois que certaines éoliennes viennent empiéter sur les zones de nidification de l'espèce. Oui. Il y a environ pour 2 hectares de terre où on considère que l'implantation des éoliennes est problématique. On invite le promoteur à revoir l'implantation d'un certain nombre d'éoliennes. Donc, sur la question de la biodiversité, là, c'est pas un feu vert, c'est peut-être pas un feu rouge, mais certainement un feu jaune. Ce qu'on dit à ce propos-là, c'est qu'il manque d'études et il manque de données sur la préservation de la biodiversité. On renvoie, en quelque sorte, le promoteur à la table à dessin pour ces espèces à statut précaire-là. L'autre thème qui a été abordé durant les consultations, c'est la question des paysages et du tourisme, parce que dans Charlevoix, ça a une importance particulière. Qu'est-ce que le rapport dit là-dessus? D'emblée, le BAP reconnaît que les instances régionales, la MRC de Charlevoix, la ville de Baie-Saint-Paul, ont donné leur feu vert sur les réglementations, c'est-à-dire qu'elles disent le projet, dans sa forme actuelle, respecte la réglementation d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Oui. Le BAP reconnaît également que les acteurs liés à l'industrie touristique n'ont pas émis de grandes préoccupations par rapport à l'implantation du parc éolien. Cependant, on reconnaît qu'il y a des secteurs qui vont être affectés. On cite directement le sommet du Mont du Lac-des-Cygnes, dans le parc national des Grands Jardins de la CEPAC. Qui donne une vue 360 sur l'ensemble du territoire. Du sommet du mont, on apercevra potentiellement 54 éoliennes. Et le BAP invite donc le promoteur à mener une étude plus détaillée des impacts sur les activités récréo-touristiques dans Charlevoix, mais également à travers l'ensemble des régions qui sont reconnues pour leurs attraits touristiques, comme la capitale nationale. On peut aussi penser aux Laurentides, entre autres. Est-ce que l'industrie touristique a été consultée spécifiquement dans Charlevoix sur le projet? Alors, on a consulté l'Association touristique régionale, mais effectivement, ce sont des questions, des préoccupations de certains citoyens qui sont revenus à l'occasion des audiences publiques. Et personnellement, pour ma part, c'est vrai que j'ai posé la question à certains citoyens et on trouvait qu'on manquait de données à cet égard-là. Mathieu, parlons maintenant des questions hydrologiques, parce que toute la gestion de l'eau, ce que ça peut créer, ça a été discuté, ça, pendant les audiences publiques. Effectivement, Martin, le BAP reconnaît que le projet éolien s'implante dans une région où le bassin versant pose des risques accru en matière d'inondation, de déversement des eaux vers le fleuve Saint-Laurent. C'est sensible de Baie-Saint-Paul aussi, tout ça. On est dans le creux de la cuillère à soupe. Effectivement. Donc, le BAP reconnaît qu'il y a des démarches qui ont déjà été entreprises entre le promoteur, la ville de Baie-Saint-Paul et l'organisme des bassins versants de Montmorency-Charlevoix pour atténuer les risques d'inondation. Mais elle encourage ces parties-là à demeurer en collaboration et à déterminer d'autres mesures pour s'assurer que les risques ne seront pas augmentés dans le futur. Parce qu'on n'a pas toutes les données présentement sur ce que ça peut créer. Effectivement, on encourage à la fois l'administration municipale, les acteurs environnementaux, mais aussi le promoteur à mener des études en collaboration et que le dialogue reste ouvert entre eux pour ensuite de ça, des mesures concrètes soient prises sur le territoire. Par ailleurs, Mathieu, la 4e thématique qui a été abordée, c'est celle des retombées économiques.
Qu'est-ce que le rapport contient là-dessus? Le BAP a reconnu qu'il y a 80 millions de dollars qui a été prévu pour les communautés locales en retombée sur les 30 ans d'exploitation du projet. Il y a un petit drapeau jaune, cependant, qui a été levé au ministre de l'Environnement du Québec. Il a dit « Faites attention, M. Charette, pour ne pas qu'il y ait d'enjeux qui viendrait mettre en péril une signature formelle entre les parties prenantes dans le projet et qui viendrait menacer les retombées pour la MRC de Charlevoix, mais aussi pour les Premières Nations impliquées dans le projet. » Parce qu'il se peut qu'il y ait des ententes qui soient signées ailleurs qui viennent impacter ce qui se passe chez nous. En fait, c'est-à-dire, Martin, qu'il n'y a aucune entente à ce jour encore qui a été signée avec la MRC de Charlevoix, avec la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on ne peut pas confirmer dans le béton qu'il y aura 80 millions ce sont les montants de dollars. Et à qui ça va être versé non plus? Et les portions qui seront séparées, on ne connaît rien encore de tout cela. Donc, faites attention, M. le ministre, pour ne pas que ces retombées-là soient compromises dans un avenir rapproché. Durant les consultations, les gens aussi ont été nombreux à venir dire on n'a pas de plan au Québec pour le développement éolien. On a comme l'impression qu'on analyse ça par le plus petit bout de la lorgnette, là. Qu'est-ce qui arrive à Baie-Saint-Paul? Qu'est-ce qui arrive sur notre territoire? Est-ce qu'il y a des recommandations ou qu'est-ce qui ressort des consultations là-dessus? Oui, effectivement, les fameuses demandes qu'on entendait durant les audiences publiques sur un BAP générique. En fait, l'éolien au Québec, là, puis essayer de donner des cadres à ça. On a abordé cette thématique-là dans une vision du développement élargi de l'éolien au Québec. Le BAP reconnaît que c'est une filière qui prend de l'expansion, qui va potentiellement définir notre rapport à l'énergie au cours des prochaines décennies dans la province. Et le développement de nos régions dans bien des endroits. On recommande au ministre de l'Environnement, mais également au gouvernement du Québec, de ne pas évaluer les projets à la pièce comme on vient de le faire ici avec le secteur Charlevoix du projet des Neiges, mais de plutôt mener des études sur les effets cumulatifs de ces projets-là dans l'ensemble du Québec et de déterminer un cadre d'analyse qui pourrait faciliter le processus d'évaluation pour les futurs projets qui pourraient voir le jour au Québec. Et je mentionne que le BAP a aussi dit l'information qui doit être disponible pour mener de telles évaluations, dans le cas présent, n'a pas été tout rendu disponible lors des audiences publiques. Dans le cas du parc éolien... Donc, on savait pas... C'était difficile de se faire une tête avec les informations qui étaient disponibles. C'est-à-dire qu'il manquait certaines données, par exemple avec le caribou forestier ou avec les espèces de chauves-souris. Il manquait également des données sur l'exploitation des éoliennes, les modèles qui allaient être choisis, le potentiel énergétique. S'assurer à l'avenir, lorsque le ministre demande un BAP sur un projet, que toute l'information est mise disponible au public lors des audiences publiques pour qu'on sache vraiment à quoi s'en tenir avec le rapport qui doit éventuellement être déposé. Je vous pose une question en terminant. Le BAP, par rapport au projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, est-ce que c'est une lumière rouge, une lumière jaune ou une lumière verte? Alors, le BAP ne se positionne jamais de façon décisionnelle. Donc, c'est jaune. Pour ou contre le projet, mais certainement qu'il y a plusieurs préoccupations qui ont été émises. La balle, certains diront maintenant qu'elle est dans le camp des promoteurs, de retourner à la table à dessin. Il n'y a pas eu de gros X sur le projet, on ne peut pas le qualifier ainsi. Mais on a également reconnu qu'on était situé dans une région de la biosphère, reconnue à l'UNESCO, et que le Québec avait pris des engagements au niveau national, mais également international en matière de préservation de la biodiversité. Protection du territoire. Et que si le projet demeurait dans sa forme actuelle, ce ne serait pas conciliable avec le respect de ces accords-là. Donc, on devra suivre le dossier pour voir si le promoteur décide de poursuivre et d'adapter en fonction des recommandations au cours des mois à venir. Monsieur Larivière, merci beaucoup. Merci, Martin. La ville de Baie-Saint-Paul a récemment tenu une soirée pour honorer 5 citoyens et citoyennes qui ont contribué de façon exceptionnelle au dynamisme et à la richesse de la ville. Les 5 personnes qui ont reçu l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul ont œuvré dans des domaines variés comme le sport, l'environnement, l'éducation, le bénévolat, la culture et le développement social. Monsieur Cyril Simard a été reconnu pour l'ensemble de sa carrière dédiée à la valorisation du patrimoine vivant, son rôle précurseur dans l'élaboration du concept d'économusée, ainsi que pour sa contribution constante à la transmission des savoir-faire artisanaux. Ce dernier était touché de recevoir cette reconnaissance. Je suis fier de mon monde,
puis de tous ceux qui ont travaillé fort pour faire de Baie-Saint-Paul où le tourisme, où la beauté est participante de la nature et du bien-être de ces gens. Et je partage avec tous les gens qui ont travaillé avec moi à la Commission des biens culturels. Je reviens là-dessus en 1965 parce qu'en l'espace de 2 ans, on a réussi à placer la ville de Baie-Saint-Paul sur la carte touristique, puis à changer, à passer d'un village traditionnel à une ville contemporaine. Et c'est ça que c'est l'héritage que je peux laisser. Madame Diane Amiotte a été honorée pour son engagement exceptionnel envers les jeunes, le développement sportif et le milieu éducatif. Fondatrice du club de judo Sakura à Baie-Saint-Paul, elle a marqué des générations d'enfants par son dynamisme, son ouverture et son dévouement à favoriser l'inclusion. Madame Amiotte s'est dit émue de recevoir cet honneur. Avec fierté parce que c'est quand même un parrain d'un enfant qui est venu au jardin d'enfants qui a rempli le formulaire, mais je reçois ça avec fierté parce que c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de... Je pensais pas mériter ça. Vous avez tenu à remercier votre mari ce soir. Pourquoi c'était important? Je suis jamais là. J'ai été patient. C'est pour ça que je disais tantôt, on est encore mariés parce que je suis jamais à la maison. Je suis toujours partie sur une patte, je suis de l'autre. Tu viens du souper ce soir? Le souper est prêt, mais moi, je suis là. Tu vas-tu? Non, je suis là. Je pars à 7h30 du matin, je reviens à 9h le soir, mais il est patient. Puis il est derrière moi aussi. Souvent, il me conseille. Puis ma mère disait toujours, derrière chaque homme, il y a un homme, il y a une femme importante. Mais moi, derrière moi, j'ai un homme important. Madame Ghislaine Savard a été reconnue pour son engagement et son bénévolat. Depuis plus de 50 ans, elle consacre temps et énergie à une multitude de causes sociales, communautaires et spirituelles. Par sa présence constante et son altruisme, elle est devenue une référence de compassion et d'engagement civique au cœur de sa communauté. Madame Savard s'est dite touchée de recevoir l'Ordre du Mérite 2025. C'est un grand honneur, ça me fait chaud au cœur d'être reconnue par sa place, Baie-Saint-Paul, puisque j'ai toujours été dans l'ombre, ou à peu près toujours, de ce que je faisais. Puis je le faisais, mais je le faisais avec mon cœur, puis c'est pas ce que je voulais être vue non plus, parce que moi, j'étais la personne pour aider les autres, aller chercher, former des groupes, aller chercher des gens pour leur montrer qu'est-ce que je faisais. Si moi, je le faisais, les autres étaient capables de le faire. Je pense que le départ, au début de tout ça, c'est l'engagement que j'ai dans le cœur. Le Seigneur, pour moi, c'est important. Puis ce qu'il me demande comme travail, c'est comme bénévolat, c'est d'être auprès de ces gens qui sont démunis, puis qui sont malades, puis qui ont besoin d'aide. Puis moi, ça m'attire, ces gens-là. J'ai eu des parents, j'ai eu un père puis une mère qui ont été malades ces derniers moments. Puis c'était précieux, puis j'en ai pris soin aussi, puis... J'ai l'idée, même à mon âge, je me dis, j'en suis une aînée, puis j'ai le goût de continuer. Madame Sylvie Villeneuve a été reconnue pour son implication dans de nombreuses causes sociales dans Charlevoix-Ouest. Cette dernière se distingue par une implication soutenue au sein de sa communauté, orientée vers le développement des loisirs, la préservation de l'environnement et le renforcement des liens intergénérationnels. Reconnue pour son parcours dans le bénévolat local, elle incarne des valeurs de générosité, d'innovation sociale et de cohésion citoyenne. Madame Villeneuve s'est dite sincèrement heureuse de recevoir l'Ordre du Mérite 2025. Moi, là, dans la vie, là, tout ce que je veux, c'est avoir du plaisir puis donner du plaisir aux gens. Là. Je veux m'amuser, puis amuser les gens. Puis quand je vois là, des sourires là, quand je suis avec les gens, là, pour moi, là, c'est ma paye. C'est le plus beau merci que je peux pas avoir. Puis c'est du bonheur. Puis je pense que c'est vraiment ça, le bonheur. C'est dur de mettre une définition vraiment là, idéale pour le bonheur. C'est tellement grand, le bonheur, qu'on le retrouve dans plein de choses. Tu as tenu à remercier dans ton discours les gens qui t'entourent, les bénévoles avec toi. Pourquoi c'est important?
C'est important parce que si j'ai pas de bénévoles avec moi pour faire ce que je veux réaliser, bien, je ne serais pas capable. Ça prend une équipe autour. On ne travaille pas tout seul, là, puis c'est la même affaire quand je travaillais à la ville. En loisirs, ça prend une équipe avec toi. Tu peux pas réaliser des gros événements tout seul, là. Fait que tu as vraiment besoin que les gens t'accompagnent là-dedans. Absent lors de la soirée, Sébastien Thibault a également été honoré. Figure influente et philanthropique de Baie-Saint-Paul, il conjugue réussite entrepreneuriale et engagement social. Porté par un profond désir de faire une différence, il appuie de nombreuses initiatives locales liées à la santé, à l'environnement, au sport et à la jeunesse. Grâce à son sens du leadership et à sa générosité, il contribue activement au dynamisme et au mieux-être de sa communauté.